J'ai commencé vraiment à exister dès le moment où j'ai créé le journal de lycée. Et donc là, à ce moment-là, je devenais le rédacteur en chef du journal de lycée et je racontais des histoires et je me suis aperçu que raconter des histoires, c'était une manière de changer le regard des autres. Bonjour et bienvenue dans Le Passage, le podcast qui parle d'adolescence autrement. Je suis Laure, je suis médecin, maman, la créatrice de l'univers Le Cœur Net sur les réseaux et dans une newsletter qui accompagne les parents, les pros de santé, les accompagnants d'ados en leur donnant plein d'outils concrets, fiables pour les aider au quotidien. Ici, on écoute des histoires d'adolescence sans filtre et aujourd'hui, j'ai l'immense chance de recevoir Bernard Werber, un écrivain dont les œuvres ont été traduites en 57 langues et vendu à plus de 35 millions d'exemplaires à travers le monde. Il est l'un des auteurs français contemporains les plus lus. Je l'accueille chez moi pour parler non pas de ses fourmis ni de ses univers célèbres, mais du passage qu'il a amené à l'écriture, ce qu'il a sauvé à l'adolescence, les rencontres et les livres qui l'ont élevé. J'avoue que je suis un petit peu impressionnée et je suis certaine que vous apprendrez autant de choses que moi en l'écoutant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Bernard, merci d'être parmi nous dans Le Passage. Merci de m'avoir invité. Alors, on en a parlé avant de démarrer cet épisode. Toi aussi, tu as eu une chanson dans ton adolescence qui t'a marqué, du groupe Genesis. Alors, c'est dans l'album Nursery Crime et ça s'appelait Giant Hogweed. Et ça m'a marqué parce que jusque-là, les chansons, c'était tout le temps des romances. Et là, tout d'un coup, j'avais un conte fantastique. C'est l'histoire d'une plante qui envahit tout et qui grandit. C'est en même temps un film d'horreur, un film fantastique, et le tout avec quelque chose qui musicalement me rappelait la musique classique. Parce que j'ai une maman qui était prof de piano, et donc j'ai vraiment été bercé à la musique classique. Et donc pour moi, tout ce qui n'était pas la musique classique, c'était du bruit. Et la sortie de la musique classique s'est faite par tout d'abord les Beatles, et juste après cette révélation avec Genesis. Et justement, il était comment cet adolescent qui écoutait Genesis? Comment tu le décrirais? Très très tourné vers les livres. Jusque-là, ma zone d'évasion, c'était Jules Verne, c'était Edgar Poe, c'était Lovecraft, c'était la littérature fantastique. T'as commencé à lire très jeune? Le premier livre, ça devait être La guerre des boutons, et je devais avoir 8-9 ans. C'est pas très jeune, je crois que c'est normal. C'est juste que j'étais un enfant plutôt solitaire. Donc les livres, c'était parfait pour me créer des mondes imaginaires dans lesquels j'avais pas besoin d'inventer les décors et tout. Je me retrouvais dans des univers parallèles. Alors t'étais solitaire, mais comment tu vivais cette solitude? C'était quelque chose que t'appréciais ou c'était un peu compliqué? Alors, c'est plutôt coché un deuxième cas, c'était compliqué. J'ai commencé vraiment à exister dès le moment où j'ai créé le journal de lycée. Et donc là, à ce moment-là, je devenais le rédacteur en chef du journal de lycée et je racontais des histoires et je me suis aperçu que raconter des histoires, c'était une manière de changer le regard des autres. Avant, je subissais le système, c'est-à-dire j'essayais d'avoir des bonnes notes à l'école et j'y arrivais pas. J'essayais de me faire des copains, j'en trouvais un, parfois aucun dans la classe. En gros, je subissais le monde. Je pense que c'est ma nature qui était pas faite pour ni sociabiliser, ni pour être un bon élève. J'étais bon élève dans toutes les matières où il fallait créer, mais la plupart des matières demandant surtout de mémoriser, même les mathématiques, il fallait retenir les formules mathématiques, alors que les mathématiques m'intéressaient. J'arrivais à avoir des mauvaises notes en mathématiques alors que j'étais bon. Et donc je me suis enfui vers tout ce qui était science, c'est-à-dire je me voyais plus tard inventeur. Donc je commençais à aller dans le club astronomie, je commençais à fabriquer des maquettes d'avions, maquettes de bateaux, à reproduire des scènes de bataille avec mes petits soldats. J'étais dans, il faut que je fabrique des mondes, voilà, il faut que je fabrique des mondes parallèles, parce que ce monde-ci tel quel, il me convient pas. T'arrivais à l'analyser déjà à l'époque? C'est aujourd'hui avec ton regard d'adulte? C'est aujourd'hui avec mon regard d'adulte. À l'époque, je me disais juste comment fuir tout ce système qui me convient pas. Et tu le verbalisais? Est-ce que t'en parlais à tes proches? Non, c'était juste... avec le recul, maintenant que tu me le dis, je considérais que cette forme de mal-être était la normale. Voilà. Et que par rapport à ma nature, j'étais pas adapté, parce que je jouais pas au football, et donc la socialisation se faisait par le football. En plus, je discutais tout le temps avec les filles, ce qui était un peu différent des autres. Donc, il y avait le coin des filles. Je trouvais que c'était plus intéressant. Intéressant. Et en plus, j'étais déjà avec des lunettes et une tête d'intellectuel et j'avais des mauvaises notes. Donc, il y avait un décalage. Les gens comprenaient pas qu'avec ma tête d'intellectuel, je ne serais pas un bon élève. C'est dingue. Les préjugés, en fait. Les préjugés en ce sens.
En fait, pour moi, l'adolescence, c'était différents moyens de fuir. Dans tous les domaines, j'essayais de sortir du système. Et bien plus tard, ça doit être quand même vers l'âge de 16 ans ou 17 ans, j'ai lu L'éloge de la fuite d'Henri Laborie. Et c'était la révélation. Je me suis dit, je suis pas le seul. Il y a d'autres gens qui se sont aperçus que il fallait bouger. Voilà. Et Henri Laborie, dans L'éloge de la fuite, il dit, dans la vie, on n'a que 3 choix: combattre, inhiber ou fuir. Et donc, il montre ça avec notamment son film Montre d'Amérique. On met une souris, elle reçoit un stress avec un courant électrique. Donc, elle commence à perdre des poils, devenir malade. Inhibée. Tu mets une autre souris, elle se bat. Donc là, ça va, ça maintient le truc. Et tu mets la décharge et tu mets une sortie, elle s'en va. Et voilà, voilà. Mais dans tous les cas, toutes les formes de vie essaient de se préserver. Et il n'y a que ces 3 choix: combattre, inhiber ou fuir. Et moi, je me suis dit tout le temps, la seule qui me convient, c'est la fuite. J'ai pas envie de combattre. D'ailleurs, la victoire sur les autres m'intéresse pas. Le combat en tant que moyen d'exprimer sa testostérone ne m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est la fuite dans notamment la création. Je fabrique des mondes. Dans la lecture, je reçois des mondes autres que celui où je vis, ou la fuite même géographique. Déjà, les voyages, bouger, voyager, aller ailleurs, changer de décor, ne pas rester là, ne pas rester coincé. Et tu te sentais en décalage par rapport aux autres ados de penser comme ça, en fait, de vouloir cette fuite à cette façon? Alors, j'ai trouvé vers l'âge de 14 ans. Ado, tu mets entre quel âge et quel âge? Alors, moi, je vois ça de façon très, très large. De la préadolescence, 10 ans, jusqu'à très jeune adulte, 20 ans, on peut dire. Ah ouais, non, 10 à 20 ans. Très large, Alors, de manière très large. Ouais. Alors, j'ai commencé à rencontrer un type, Fabrice Cogé, qui est devenu le dessinateur de mes bandes dessinées. C'est-à-dire, quand j'ai créé le journal, j'ai rencontré un dessinateur, et lui, il m'a fait découvrir Isaac Asimov, il m'a fait découvrir Michael Field, et il m'a fait découvrir son propre univers qui était en phase avec le mien. Et donc, on s'est retrouvés 2 créateurs. Lui, créé par l'image, et moi, je créé par le texte. Et là, tout d'un coup, la vie a commencé à avoir un sens. J'ai compris que tu trouves quelqu'un qui est dans le même mood que toi, et tout va bien. Et tu dirais que l'écriture t'a permis de mieux comprendre ton adolescence? Ah oui, oui. Mais j'ai commencé à écrire. Alors, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est devenue l'endroit où je mets tout ce que je comprends du monde. J'ai commencé ça vers 13 ans. En fait, j'ai commencé à prendre des notes vers 11 ans. Je me rappelle, c'est toujours pareil, j'ai eu des initiateurs qui chaque fois m'ont fait faire un petit bond. Le premier, c'est un type qui s'appelle Michel Vidal. J'ai repris contact récemment avec lui sur Facebook, il est devenu berger, qui m'a fait découvrir l'électronique, les montages électroniques. Normalement, je faisais des cellules photoélectriques, c'est-à-dire qui déclenchaient l'ouverture des portes et choses comme ça. Donc ça, je fabriquais ça vers 11 ans. Les maquettes en balsa, et il m'a fait découvrir tout ce qui est autour de l'Atlantide, de Mu et des continents perdus sous le déluge. Donc on était, c'est lui qui m'a amené ça et qui m'a donné envie de faire l'encyclopédie. Après, donc il y a eu Fabrice Cogé qui m'a fait découvrir Métal Hurlant. J'ai commencé par Pif Gadget, parce que c'est lié aussi aux journaux. Pif Gadget, c'est parce qu'il y avait un petit gadget, donc déjà ça m'a ouvert la science. Il fallait faire des petites cultures de plantes, des élevages d'artémia, il fallait même fabriquer des fusées qui fonctionnaient à l'aspirine, des tas de choses qui m'obligeaient à réfléchir déjà un peu sur la science. Après, il y a eu Pilote, qui est le journal qui m'a fait aimer la bande dessinée, et Métal Hurlant, qui est le journal qui m'a fait aimer une bande dessinée qui ouvre sur la science-fiction. Et justement, toi, tu dirais que ça pourrait aider, ou en tout cas, ça a aidé à ta santé mentale? Alors, je n'ai pas eu d'envie de boire, de prendre de la drogue ou de me suicider, précisément parce que j'ai utilisé l'art, musique, plus livre, plus écriture. Et avec l'écriture, après, est arrivé à la fabrication de parfums parce que je voulais faire dans le journal, il y avait, donc, ça s'appelait la soupe à Lausanne, parce que le lycée s'appelait Lausanne. On a inventé un nouvel art qui s'appelait la bande dessinée-musicale, qui était de la bande dessinée, et il y avait inscrit la musique qu'on devait écouter en même temps qu'on lisait, et j'ai fabriqué un parfum qui correspondait à l'odeur de l'histoire. Et donc, c'était avec les parfumeries Berdouze. Ils m'avaient offert une orgue à parfum, je faisais des mélanges en essayant de reproduire du bois, des odeurs de bois, de pierre, de pluie, pas des parfums même, mais c'est avec les essences, des odeurs de forêt, des odeurs de ville. Voilà. Et je sais pas si j'y arrivais, mais en tout cas, ça m'amusait. C'est raconter des histoires. Et puis, vu que quand je sortais l'exemplaire, après, les gens nous en parlaient. Donc, du coup, j'existais comme ça en tant que créateur. Voilà. Ouais. Et j'aime bien le mot que tu as utilisé, créateur. Je crois que l'une des manières de franchir l'adolescence est de devenir créateur.
dans quel que soit le domaine. Le contraire de créateur, c'est celui qui vit sur la création des autres. Par procuration. Et tu citais plein d'exemples de passion, de quelque chose qui pourrait être des passions. C'était le cas? Est-ce que tu as eu différentes passions? Tu t'es mis à fond dans des projets, j'ai l'impression. Ouais. Non seulement ça, il y a cette chose que j'ai découvert plus tard qui s'appelle le syndrome de Stendhal, qui est le moment où tout d'un coup tu vois quelque chose de tellement extraordinaire que tu t'arrêtes, le temps s'arrête, tu oublies qui tu es, et tu es juste dans l'émerveillement de l'œuvre d'art. Et j'ai eu ça donc sur l'album Nursery Crime de Genesis, mais j'ai eu ça après avec d'autres choses. Un morceau de Vivaldi qui s'appelle Concerto pour flûte piccolo et orchestre. Je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, j'ai disparu. C'était tellement beau, c'était tellement la représentation de tout ce qui me semble harmonieux, bien. C'est un choc esthétique, en fait. Un choc esthétique. Est-ce que tu as déjà connu ça, toi? Ouais. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que finalement, tous les arts s'y prêtent. Tu parles de musique, mais ça peut être aussi oui, la peinture. Mais est-ce que tu as connu ça, toi, en musique, par exemple? Ouais, moi, j'ai vécu ça à l'adolescence, mais tu vas rigoler, mais pareil, c'est des chansons que j'ai pu écouter. Moi, c'était un groupe qui s'appelait Offspring. Mais en fait, je trouvais ça très violent. En fait, c'est du rock. Mais moi, je l'ai vécu comme quelque chose où j'avais l'impression de me dépasser, de découvrir quelque chose de très nouveau qui n'avait rien à voir avec ma culture, mon éducation. Et je me suis dit, waouh, ces gars-là, ils font ça, ils font du skate. Et tout. Ça te pousse à faire un peu des choses semblables ou à créer de la même façon. Je crois, l'image que je disais, c'est une porte qui s'ouvre dans ta tête. Ouais. C'est-à-dire, tu savais pas qu'il y avait une porte possible, et tout d'un coup, tu découvres un nouveau monde, et là, tu te dis, chouette, il y a un nouvel espace d'amusement. En effet, c'est pas que dans la musique, tu peux le trouver dans le cinéma, et tu peux le trouver dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée, c'était la découverte de Moebius. Pour moi, Moebius, c'est nettement au-dessus de tout en bande dessinée. Je me rappelle, il y avait un truc qui s'appelait le garage hermétique dans Métal Hurlant. C'était tellement délirant, c'était tellement nouveau, tellement... on sortait de la structure classique des Tintins et Astérix, on était dans des bascules dans d'autres univers. Et justement, tu penses que ça t'a aidé à mieux comprendre, on va dire, ta vie intérieure Alors, tu vois alors, il faut que je te raconte une chose. À l'âge de 13 ans, j'ai eu une rencontre. Tout à l'heure, je te parlais d'un Michel Vidal à 11 ans, mais il y a une rencontre avec un garçon qui s'appelle Jacques Padovani. À 13 ans, c'était en colonie de vacances à la ville d'Hyères. Et je vois un type qui est très calme. Ça va être un peu long, là. Je te le prends, tu me le laisses l'espace. Oui, bien sûr. Vas-y, prends. Je vois un type qui, avec ses yeux, quand il fait ça. Et quand il parle tout le temps doucement. Clean. Il est tout le temps souriant. Et quand il marche, il se tient vraiment droit. Et on dirait qu'il est inatteignable par aucun stress. Je vais le voir, je lui dis, c'est quoi ton truc? Et il me dit, mon truc, c'est le Raja Yoga. Alors je lui ai dit, tu peux m'apprendre. On était en colonie de vacances, c'était sur le mois de juillet-août. Et il me dit, si tu veux. Et donc, là, il m'a appris, parce que je connaissais vaguement le yoga, mais là, ce qu'il m'a appris, c'était vraiment différent. D'abord, il m'a appris à respirer, mais à respirer en conscience. Après, il m'a appris à fixer mon regard. On était dans des tentes, il a fait un petit rond. Il m'a dit, tu regardes ce rond sans ciller des yeux jusqu'à ce qu'il y ait des flammes qui sortent. Après, il m'a dit, tu peux arriver avec ta volonté à maîtriser tes battements cardiaques. Donc, on faisait des exercices comme ça. Après, le matin, on se levait, je me levais du coup avec lui avant tout le monde pour aller dans un bunker qui était au-dessus de la colonie de vacances. Et là, on assistait au lever de soleil. Et là, il se mettait en lotus, comme ça. Et je me rappelle, il faisait le vide. Et il m'a appris à faire ce que plus tard on appellera du voyage astral, c'est-à-dire qu'en conscience, tu sors ton esprit de ton corps et tu vas voyager. Donc c'était très loin du yoga que tu vois dans les clubs. Oui, j'avoue. Il y avait pratiquement aucun asana. Il m'a appris à manger en conscience, à marcher en conscience. Alors il m'a appris à faire une chose aussi, au début ça m'avait impressionné, il allait au fond de la piscine, il se mettait en lotus et il restait sans remonter. En fait, il vide les poumons. C'est comme un sous-marin, tu vides les ballasts. Donc, il restait comme ça. Donc, j'ai pris l'habitude, j'en faisais... Donc, moi, je m'étais en lotus, j'arrivais pas à faire le lotus, voilà. Au bout d'un moment, c'était un maître, un disciple. Et il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec Jacques? On vous voit, vous êtes bizarre, c'est quoi, c'est un gourou? Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en as à foutre? Il fait, nous, on veut que t'arrêtes. Et puis, il me jette par terre et il me donne des coups.
Et c'était le champion de karaté. Donc j'allais pas commencer à me battre. Puis j'arrive, je lui dis, comment ça se fait qu'il me casse la gueule à moi, il me casse pas la gueule à toi? Et il me dit, parce que toi, t'es à mi-chemin, donc t'es encore atteignable. Mais quand tu auras franchi le cap, il aura même plus envie. Mais j'ai vu la jalousie, j'ai vu que le fait de pratiquer une forme de spiritualité, surtout à cet âge-là, ça a agacé tout le monde. C'est-à-dire de nous voir rester même immobile. Parce que du coup, ce qu'on pouvait voir sur le bunker, c'est tous les deux, moi j'étais en tailleur, lui il était en lotus, et on était comme ça, les yeux fermés. Il me disait, non, maîtrise ta respiration, calme-toi, et essaie de faire le vide, ralentis tes battements cardiaques. C'est des exercices qu'on peut avoir, nous, qu'on prescrit, entre guillemets, pour lutter contre l'anxiété aussi. La cohérence cardiaque, la méditation pleine conscience. Mais là, je vous alliez plus loin. Alors, lui, il me disait que sa formation venait d'un type qui s'appelait André Van Lisbeth, qui était un prof de yoga, qui a fait un livre qui s'appelait J'apprends le yoga. Il me l'avait prêté d'ailleurs. Et ça allait beaucoup plus loin. Dans le livre, il y avait des asanas, donc des positions. Et après, quand je suis allé dans des clubs, y compris de Raja Yoga, il y avait que des positions et des postures. Il n'y avait pas tout ce truc avec la vue, la respiration, la conscience, la prise de conscience de tout ce qui vit, la manière d'être. C'était un code de vie complet. Et ce type m'a offert, à 13 ans, une vision de ce que je pourrais être si je devenais parfait. C'est-à-dire tout le temps calme, impassible, rien ne me touche. Il n'y avait qu'un seul élément sur lequel il y avait une petite bizarrerie qui me disait, le être, c'est pas de désir, pas de souffrance. Et je me suis dit, si j'ai pas de désir, quand même, ma vie va être rigolote. L'adolescence. J'ai dit, ça, je prends pas. C'est le seul élément que je prends pas, pas de désir. J'ai dit, un jour, j'aurais quand même envie d'avoir une femme et tout. Ah oui, j'aurais une femme, mais je serais pas dans le désir, ni la possession. Je serais juste dans quelque chose qui est une association avec une personne. Et j'ai longtemps réfléchi, est-ce que la source de toutes nos souffrances ne vient pas du fait qu'on est rempli de désir? Et c'est encore une question que je trouve intéressante alors que des années ont passé. Ouais. Mais il m'a montré, j'ai l'impression de voir l'humain du futur, un humain qui est débarrassé de la peur, qui est débarrassé de l'envie de posséder, qui est débarrassé de l'envie de paraître. Et donc du coup, chaque fois je me dis, ok, ce monde n'est pas exactement, j'ai des contrariétés, j'ai des choses à gérer et tout, mais je sais que si je suis perdu, il y a ce chemin-là qui m'a montré à 13 ans, qui est toujours utilisable. Ouais, c'est des sacrées ressources, en fait. On peut dire que tu avais le syndrome de Stendhal aussi sur... Exactement, sur l'être humain. Ouais, c'est chouette. L'histoire a une petite chute. Ah. Quand j'ai sorti Éteins à ton note, je fais une dédicace, et une fois, il y a un monsieur qui est apparu, qui est venu à la dédicace, c'était un petit vieux, et il m'a dit, je suis André Van Lisbeth. J'ai dit, le André Van Lisbeth qui avait fait le livre J'apprends le yoga. Il me dit oui. Tout ce que j'ai fait sur les Tana est issu indirectement de l'enseignement que m'a donné Jacques Padovani. Donc je vous le dois et je veux en remercier. Puis il m'a regardé, Jacques Padovani, vous vous en rappelez? Il me dit, vous savez, j'ai tellement d'élèves, je me rappelle pas. Je lui dis, lui, il était peut-être un peu quand même exceptionnel. Je fais, non, désolé, mais j'ai adoré votre livre, vous pouvez me faire une dédicace? Et je me dis, attends, j'impressionne le mec qui a impressionné le mec qui m'a impressionné. C'est-à-dire, c'est comme si ça faisait le tour complet du système. Maintenant, avec le recul, je dirais, ça doit être la même impression que devaient avoir les gens à l'époque de Jésus-Christ quand ils rencontraient Jésus-Christ. C'est-à-dire tout d'un coup quelqu'un qui a tout compris et qui te délivre doucement son info pour rester à ton niveau. Donc je prends ça comme un énorme cadeau et je n'oublie pas son enseignement. Et ça a donné un peu plus de sens peut-être à ce que tu y mettais, non? En tout cas, ça a arrêté la pire période. Parce que à 13 ans, au moment où c'est arrivé, je venais de perdre mon grand-père, ce qui avait été quelque chose de très dur parce que mon grand-père réclamait de mourir et on ne le laissait pas mourir. Et je me suis dit, zut, si quand on est en fin de vie, on n'a même pas le choix de dire j'en ai marre, je vais arrêter. Sacré sujet d'actualité. Voilà. Et j'avais raté mon passage en section scientifique. Alors pour moi, j'étais évidemment un scientifique. C'est juste un professeur qui m'avait pris dans le nez et qui avait pesé, ce prof de maths, qui avait pesé pour que je ne sois pas pris. Donc j'avais le sentiment d'injustice, plus la perte de mon grand-père, plus je commençais à avoir de plus en plus de crises de mal de dos. Et donc c'était vraiment la période la plus mauvaise de ma vie. Et c'est à ce moment-là que apparaît cette rencontre avec cette étrange personne. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il est devenu, je l'ai jamais retrouvé. C'est vrai? T'as cherché à le rencontrer? Alors, j'ai mis sur Internet, si vous savez où est Jacques Padovani, puis je suis allé sur Facebook, je suis allé sur Instagram, puis j'ai tapé Jacques Padovani. Il y en a plein des Jacques Padovani, mais c'était pas lui. Et donc, tu disais qu'au lycée, t'écrivais. Comment réagissaient
les autres élèves, ils lisaient tous tes articles? Alors attends, si quand même, j'ai commencé à écrire des histoires qui intéressaient les autres vers 9 ans. Et là, je me suis aperçu que quand je racontais des histoires qui font peur, des histoires fantastiques, à la manière de Edgar Poe, ça amusait les autres. Donc j'écrivais des petites histoires et je le donnais à lire. Puis j'avais donné à lire aussi même, j'écrivais des histoires avec des animaux personnifiés. Je me suis aperçu que je commençais à intéresser les autres en racontant des histoires. Voilà. En créant des mondes. En créant des mondes. Et surtout des visions d'animaux. J'ai vu que ça plaisait déjà. Le premier texte qu'a gardé ma mère, que j'avais écrit à 8 ans, s'appelait Mémoire d'une fourmi. Et c'était un texte le prof m'avait dit, j'ai beaucoup rigolé en lisant ça. Il m'avait mis une bonne note, ce qui était assez rare. Et il m'a dit, il n'y a que la première phrase qui ne va pas. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, je vous le dis pas, vous le découvrirez un jour. Et cette première phrase, c'est, je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau. Donc en effet, ça n'allait pas. Et il faut un petit temps pour comprendre. Ouais. Bah justement, l'écriture a aidé à pousser la réflexion et à te faire grandir aussi, j'imagine. Je dois beaucoup au livre, je dois beaucoup à l'écriture. Ouais. Et je comprends en même temps que quand tu es ado, si tu ne trouves pas un chemin personnel d'expression ou de passion, tu vas rapidement être éjecté par le système. Peut-être qu'au final, c'est une bonne chose. Le système te dit, OK, tu veux pas trouver ta passion, tu veux pas chercher ta passion, eh ben, tu vas t'en prendre plein la figure. Ou alors, il faut être un caïd, ou alors il faut être dealer de drogue de ta classe, ou alors il faut être une brute, ou un super sportif. Mais pour des gens dits normaux, je pense qu'il est indispensable de trouver une passion, parce que sinon, en plus, le monde tel qu'il est, que ce soit le monde scolaire, ou le monde même social, je veux dire, quand tu es à Paris, le seul fait de prendre le métro le matin, pour un jeune, ça te vide ton énergie, et tu prends l'énergie des autres. Pour quelqu'un d'un peu sensible, je pense que ce monde est très dur. Et tu as intérêt à trouver une voie d'expression. Et justement, tu dirais quoi à un ado qui traverse comme ça une période difficile, mais qui a ce côté créatif? Enfuis-toi dans ta tête, ou enfuis-toi géographiquement, si tu le peux, sans créer de problème. J'ai suivi après tu me disais que jusqu'à 20 ans. À 20 ans, je me suis pas enfui, j'ai dit à mes parents, OK, je m'en vais. Je pars à Paris, j'étais à Toulouse. Ça s'est fait gentiment, mais pour moi, c'était style, je sors de ce ring-là pour aller au ring de Paris. Je sais pas quelles sont les lois du combat à Paris, mais en tout cas, le combat à Toulouse m'intéresse plus. Donc, le conseil que je donnerais à un jeune, c'est trouve ta passion, essaie d'être dans un monde créatif, et puis surtout, développe tes rêves. Parce que si tu développes pas tes rêves, tu vas te retrouver à vivre dans les rêves des autres, de ceux qui ont fait ce travail. Et à ce moment-là, tu vas subir le système des autres. Et toi, t'aurais aimé qu'on valorise davantage l'expression artistique ou créatrice au collège, au lycée? Il paraît que pour qu'une société fonctionne, il faut 10% de créatifs et 90% de suiveurs. Donc si tout le monde est créatif, ça va être un petit problème malgré tout. Ouais. Maintenant, l'idéal, c'est que tout le monde est une zone de créativité. Mais tu peux pas avoir 100% de la population musiciens, écrivains et peintres. Sinon, on mangera pas, il y aura pas les trains de la SNCF, il y aura pas les ponts, les routes, voilà, tout le système. Donc il y a un moment, j'allais dire, pour chaque individu, la bonne répartition, ça serait 90% de quelque chose et 10% d'autre chose. Donc, pour les gens qui n'ont pas envie de créer, ça serait 90% de vie normale, je sais pas, banquier, boulanger, et quoi qu'encore, on peut trouver des passions probablement là-dedans, et 10% d'expression artistique, musique, peinture, littérature, par exemple, au cinéma. Et après, pour les créatifs, il y a intérêt aussi à avoir une zone de terre à terre. Parce que si on est 100% dans l'art et la création, au bout d'un moment, on est déconnecté du monde. Et ça aussi, c'est un danger. En toute chose, il y a une juste répartition. Il faut être bien entouré aussi. Il faut avoir des amis. Et puis, il y a un danger dans la création qui est celui de n'être plus que dans la création. À partir de là, la fuite, elle va trop loin. Il faut freiner. Il y a l'isolement, en fait, un risque principal. Puis la douleur. C'est-à-dire le fait qu'en dehors de son monde créatif, tout nous semble agressif. Et on ne supporte pas les gens qui ne sont pas comme nous.
par exemple, je prends au hasard un garçon qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. Il a passé sa vie à piquer des colères, à s'énerver contre tout le monde, parce qu'il vivait tellement de sa passion que tout ce qu'il y avait en dehors lui semblait hostile. Il ne se sentait pas compris. Ouais. Et ça l'a pas empêché de faire 20 enfants, dont 13 sont morts, d'avoir plusieurs couples et tout, mais il était tout le temps en train de gueuler et d'être déçu par les gens et de rechercher une forme de perfection. Et il a terminé malheureux. Il est terminé aveugle dans la misère. Ce qui montre qu'il y a un moment, il faut malgré tout ne pas être complètement coincé dans sa forme d'art. Il faut savoir se le dire, et je pense qu'il faut... Enfin, ce qu'on doit noter aussi, c'est que les proches doivent pouvoir réussir à amener du cadre. Enfin, je pense aux parents qui nous écouteraient. Voilà, amener, prends l'air, fais quelque chose, mais ne fais pas que ton art à 3000%. Je pense que c'est pas facile pour des parents de gérer un enfant hyper créatif, parce qu'ils auront toujours peur d'en faire ou trop ou pas assez. Donc ça, c'est peut-être toi qui vas leur apprendre... Mais les parents coachs, effectivement, ça va pas non plus, dans un autre sens. Il y a un film, Tania Patineuse, je crois. Ça me dit quelque chose. Et qui montre comment une mère a décidé que sa fille allait être championne de patinage, et qui montre cette tyrannie des parents qui veulent que leurs enfants soient des virtuoses. Mozart. C'est-à-dire, tout d'un coup, t'as les parents qui ont dit, attends, le mien, il va être un génie, et ça va être le meilleur, et toi, ta gueule, je te demande pas ton avis, fais ce qu'on te dit, et puis il gagne les concours et tout. Michael Jackson, dans un phénomène plus récent. T'as raison. C'est catastrophique. Mais il peut y avoir ensuite une saine émulation. Je voyais le champion du monde d'échecs, c'est son père qui était déjà un grand joueur d'échecs, qui lui a dit, je vais me débrouiller pour que tu sois toi-même champion du monde, et il est arrivé, il a l'air heureux. Donc il y a un dosage, ce dosage, chacun croit qu'il est bien, il faut prendre un regard extérieur, c'est-à-dire à la limite demander à quelqu'un, à ses amis, est-ce que tu penses pas que j'en fais trop, ou est-ce que tu penses pas qu'il faudrait que j'en fasse plus? Mais il n'y a pas de formule, il faut faire un ou il faut faire l'autre, il faut au cas par cas doser au mieux pour que l'enfant soit pas traumatisé. Il y a un autre cas, je reprends encore un musicien, dans la vie de Beethoven, il a décidé que son petit-neveu allait être créateur de musique. Et le petit-neveu, il voulait pas faire la musique. Il l'a forcé, et puis le neveu, il a fini par faire une tentative de suicide. Et là, il a compris qu'il faut arrêter de le pousser à devenir un musicien. C'est dans un film qui s'appelait Pour Élise, je crois, ou Lettre à Élise. Et tu vois à quel point Beethoven était un tyran, et il croyait que, vu que lui y arrive, tout le monde doit y arriver, y compris donc cet enfant. On se demande d'ailleurs si c'était pas son cousin, que c'était vraiment pas son propre enfant. C'est une autre histoire. Et quelle place donner au silence, selon toi? L'introspection. Très très bonne question. De nos jours, c'est un combat difficile, voire perdu, parce que du fait de Instagram, de Facebook, de la musique, d'Internet, je vois pas comment un jeune intéressé par son époque peut se dire « Ok, tout ça, les jeux vidéo, j'arrête, je vais me promener en forêt tranquillement pour écouter le gazouillis des oiseaux ». Ça serait l'idéal, ça serait que des parents arrivent à transmettre ça, mais là, faut vraiment, c'est des parents top. Hein, peut-être toi, tu y arrives encore. Non, pas du tout, j'y arrive pas. Mais effectivement, j'aimerais bien qu'il y ait une place pour la déconnexion et pour le silence. Surtout que le silence, c'est un travail sur soi. Enfin, j'aime bien cette idée. Justement, la méditation, ça apprend ça. C'est-à-dire quand on restait avec Jacques immobile, mais maintenant, au-delà de 10 minutes, je me fais chier. C'est-à-dire, je me suis comme ça à la reposition. Je le fais encore. Hein. Je suis comme ça. Et je me dis, bon, il faut quand même que je m'occupe de rappeler machin. Et mon ménage, et puis machin. Toi, tu aussi. Tu fais la méditation? Non, mais j'en suis incapable. Tu as déjà essayé? J'aimerais bien, j'ai essayé, mais j'ai toujours ce truc qui cogite, moi. J'y arrive pas. Mais un jour, peut-être. Je ne désespère pas. En théorie, ce qu'il faut faire, c'est que tu te visualises tes idées comme des nuages. Et progressivement, tu imagines un vent qui pousse tous les nuages. Et à un moment, quand tous les nuages sont partis, tu as juste un ciel bleu. Et là, c'est toi. Parce que tu vois, là, moi, j'ai ma to-do qui passe. J'ai le nuage, et puis après, j'ai... Mais tu as raison. Le silence, l'introspection sont des voies de sauvegarde, mais actuellement, c'est tout difficile. Mais tout le monde est tellement loin. Tu sais, le seul fait pour les enfants de voir des émissions de télé dans lesquelles il y a tout le temps des pubs qui jaillissent de partout avec des objets qui jaillissent, de la musique forte et des personnages qui envoient des émotions, tu leur dis, ok, plus rien. C'est comme une drogue.
Et c'est-à-dire qu'ils sont habitués à avoir tout le temps les neurotransmetteurs qui envoient l'adrénaline, dopamine, sérotonine. Et là, tu leur dis, ah non, vous pouvez arrêter de faire quoi que ce soit, il ne se passe rien. Et c'est une nouvelle éducation. Ça peut faire ça aussi quand tu vois des vieux films aussi, quand c'est monté avec beaucoup de lenteur. En fait, il faut retrouver le goût aussi, apprécier. De voir une belle scène qui se développe. Ouais. Les montages sont de plus en plus serrés maintenant. Ouais. Et est-ce que ces moments de solitude, parce que tu as utilisé ce terme de solitude au début, est-ce que tu dirais que ça t'a construit malgré tout? Avec le recul, tu penses quand même que ça t'a... Heureusement que ça a été là. Si je pouvais choisir, j'aurais préféré avoir une vie sociale plus sympathique. Enfin, ce que j'ai eu après. Quand j'ai créé le journal, ça y est, j'étais plus seul, j'avais des amis et on créait ensemble. Donc là, j'avais tout réussi. Mais avant, c'est juste... c'est comme si l'univers entier me disait « Attends, là, ça va pas, cherche une solution ». Et je me rappelle la première réunion que j'ai fait. Donc, j'ai créé le Club Journal et j'avais juste mis des affiches. Ceux qui veulent participer au Club Journal, c'est mercredi, 13h, dans la porte C, dans la cour. Et j'arrive porte C, j'attends jusqu'à 14h, personne n'est venu. Et là, il y a une seule personne qui est venue. Et nous deux, on a commencé à démarrer le truc. Et après, tout le monde voulait rentrer dedans. Voulait rentrer dans le club. Mais il faut aussi être capable de gérer ça. Et que serait-il passé si cette personne n'était pas venue? Peut-être que... De toute façon, créer, c'est s'exposer à l'échec aussi. Il y a une prise de risque. Et il faut accepter l'échec. Ouais. Et le plus tôt on l'a, le mieux on est baptisé. Et toi, tu dirais, arrête-moi si je me trompe, que l'écriture t'a sauvé quelque part? Non, je le dis. L'écriture m'a sauvé et je pense que l'écriture sauve tout le monde. C'est-à-dire, si ça va pas dans votre vie, si vous écrivez, même si vous n'êtes pas écrivain, monsieur, le seul fait d'écrire, c'est-à-dire de penser par écrit et de laisser une trace, c'est comme si on rend tout moins grave. Par exemple, il vous arrive quelque chose qui vous plaît pas du tout comme situation, un échec, une humiliation, un chagrin d'amour, une mauvaise note, une défaite. Vous juste vous racontez ce que vous vivez. Déjà, c'est sorti. Sinon, le contraire, c'est que ça tourne en rond dans la tête. C'est vrai que moi, mes patients, des fois, je leur demande d'écrire. Je leur explique bien que c'est pas à destination de quelqu'un, que c'est pas pour moi, que c'est pas pour... Mais par contre, souvent, quand il y a de la colère, j'aime bien... je leur dis, vous avez l'habitude d'écrire? Ils me font non, souvent. Et je leur dis, vous prenez un stylo et tous les matins, vous écrivez 5 minutes, pas plus, ou on fixe un temps ensemble, en fait. Ça peut être 10-15 minutes, de manière automatique. Et au bout d'un moment, ils se lassent parce qu'en fait, tout est sorti, ils ont posé des mots, ils ont tourné le truc un peu, et en général, ça fait du bien. Pourquoi tu dis le matin? C'est vrai qu'en fait, je m'adapte à eux. Mais en général, je dis le matin pour pas qu'ils reportent, parce que c'est plus simple. J'ai cette impression. Mais ils ont vécu des choses dans la journée, donc s'ils le font le soir, ils vont parler de ça. Tandis que si le matin, ils ont vécu que la nuit, donc ils sont pas à chaud. Ouais, toi, tu parles plutôt d'une colère de la journée ou quelque chose qui aurait... Ouais, moi, c'était plus sur on va dire, un thème récurrent, quelque chose qui viendrait les faire ruminer, on va dire. Mais le seul fait d'écrire, de mettre des mots sur ce qu'on pense, nous oblige déjà à dédramatiser. Puisqu'on peut en parler, ça veut dire déjà qu'on n'est plus juste dans la colère. Ouais, c'est chouette. Et aussi, il y a une histoire un petit peu de sortir aussi de son corps, de ne pas s'approprier le problème, ne pas s'identifier trop, tu vois, de voir un peu les choses un peu... Moi, j'imagine ça un peu comme un film où on va sortir avec la caméra et voir la scène différemment, en fait. Oui. Tu valides? C'est ça, c'est exactement ça. C'est faire un petit pas de côté, puis se dire bon, il arrive quelque chose à mon personnage, mais ce n'est qu'un personnage. Et à la limite, je suis plus grand que juste cette personne. Et toi, tu aurais un livre aujourd'hui que tu offrirais à un jeune en construction. Qu'est-ce que ce serait? Alors, le premier, Les Jauges de la fuite, de Henri Laborie. Et l'autre qui me venait à l'esprit, mais c'est pas le même travail, c'est le Tao Te Ching de Lao Tzu. Parce que le Tao Te Ching, c'est un livre de spiritualité qui pousse à rire de tout et à prendre rien au sérieux. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Tu as lu ça? Non, pas du tout. C'est 64 petits textes, comme 64 poésies. Et en gros, ça dit, la première phrase dit « Celui qui parle Tao Te Ching n'a rien compris au Tao Te Ching ». Donc déjà, ça met la couleur. Ouais. Personne ne peut dire on va créer une religion. Le Tao Te Ching, c'est le livre de la voix. Ça veut dire... Et là, au-dessus, ça veut dire le vieux monsieur. Donc, on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. Mais ces 64 textes
Pour moi, ça correspondait à cette idée. Rien n'est grave. Ne prends pas de masque. Ce qui descend va finir par remonter. Tout est dans le changement. Voilà, c'est ces notions-là. Le contraire de tout est dans le changement, c'est je suis parti dans la mauvaise direction et ça va pas s'arranger. Et le contraire de cette idée, c'est ok, là ça va pas, mais si j'attends un peu, la roue va tourner. Et c'est ce que m'apprend le Tao Te Ching. C'est attends un peu, quel que soit le système, ça va pas tout le temps merder. Il y a un moment, ça va finir par fonctionner. Et de même, Tao Te Ching te fait intégrer. Si ça marche bien, prépare-toi. Il y a un moment quand même, ça va s'effondrer. Donc, intégrer les deux notions, qui sont des notions comme les saisons. C'est-à-dire, ça permet d'intégrer printemps, été, automne, hiver. Hiver n'est pas la mort. Hiver, c'est la préparation du prochain printemps. Cette chose-là, si tu l'intègres, tu ne deviens plus victime. Tu deviens quelqu'un qui vit un automne ou un hiver. Et à partir du moment où tu as vécu ton automne ou ton hiver, tu n'as plus qu'à attendre un peu. Naturellement, ça va se replacer pour que tout se mette à remonter. Mais ça veut dire aussi, quand c'est l'été, ne crois pas que tout est gagné. L'automne et l'hiver vont venir aussi. Pas trop se réjouir en même temps. On se protège en fait. Se protéger, ouais, mettre un stock d'anorak pour l'hiver et acheter des caleçons et des maillots de bain pour l'été, en sachant que cette alternance est permanente. Yin-yang. Oui, ok, je vois bien. Bah écoute, je vais me l'acheter, je vais le lire. Je l'offrirai à mes enfants. Et si tu devais écrire à l'ado que t'étais, si tu devais lui rédiger quelque chose... Prends un peu plus de risques. Au bout d'un moment, je crois que je suis devenu un peu trouillard. Je me suis dit, voilà, ce monde n'est pas pour moi. Je sens des dangers partout, donc je me protège. Et il y a un moment pour gagner, il faut malgré tout aller en dehors de la zone de confort. Et pour gagner, il faut prendre le risque d'être ridicule, d'être humilié, d'être vaincu, d'aller dans un endroit où on ne vous attend pas et on vous fait comprendre qu'il faut que vous dégagiez, et il faut le faire. Et vu que je voulais me préserver, que j'ai vu quand même que autour ça avait l'air un peu hostile, j'ai pas pris beaucoup de risques. De manière étonnante, c'est plutôt maintenant, l'année dernière, je suis allé sauter en parachute au-dessus des pyramides de Khéops, et dès le moment où j'ai fait ça, je me suis dit, ok, c'est la vie. C'est le truc. Et il y avait la possibilité que ça se passe mal, mais ça s'est bien passé. Mais je crois que toi-même qui es une grande sportive et qui fait des trucs en montagne, ouais. tu vois de quoi il s'agit. Dès le moment où tu vas au-delà de ta limite de confort, tu découvres des choses intéressantes. Ouais, c'est passionnant. Et je pense qu'il y a des peurs en fait à lever, parce que souvent c'est les peurs qui nous limitent. Peut-être le jugement des autres, non? À l'adolescence peut-être. En tout cas, un parachutisme, c'est la peur du vide. Là, c'est évident. Mais la peur des autres, parce que les autres ne t'encouragent pas. Les autres te disent, fais comme tout le monde, fais comme nous, et n'essaie pas de faire le malin, n'essaie pas de te distinguer. Je me rappelle, quand j'étais au Japon, il y avait cette phrase que je trouvais qui résumait tout l'esprit japonais. Le clou qui dépasse attire le marteau. Dès le moment où tu veux arriver à attirer l'attention, tu vas attirer sur toi tous les gens qui veulent t'empêcher d'exister. Donc, il faut malgré tout te dire, ok, le clou qui dépasse attire le marteau, je vais être le clou qui dépasse et je vais attirer le marteau, mais ça vaut malgré tout le coup. Et puis il y aura peut-être un fameux syndrome de Stendhal avec d'autres personnes qui pourraient être attirées aussi par ça. Oui, ça peut avoir un effet contagieux, c'est-à-dire que le fait que tu fasses ça, les autres vont se dire, mais on peut le faire ça. Et on va faire un club de clous qui dépassent. Au Japon, ils sont très très durs envers les artistes, les créatifs. Ils s'encouragent surtout pas, surtout les jeunes, à exprimer qui ils sont. C'est une société de contrition. Et déjà, tu vois, de tout ce qu'on dit, on prône la créativité, l'envie, les passions, tout ça. Le Japon, c'est pas du tout ça. Le Japon, c'est fais comme les autres, surtout ne te distingue pas, n'utilise aucune expression artistique, ne parle pas de ta différence. Tu dois être comme les autres et tu dois surtout te fondre dans la masse. Et c'est une perception de soldats, c'est-à-dire qu'ils se perçoivent comme des soldats de l'Empire japonais à défendre les valeurs japonaises. Et si tu commences à être artiste ou créatif, en fait, tu compliques le système et ils ont peur que ça soit contagieux. Alors c'est pour ça que les quelques artistes japonais qui arrivent malgré tout, cette chape de plomb à émerger, sont vraiment très bons. Parce qu'ils ont dû franchir ce pas. Mais il y a quand même 10 000 suicides par an dans les écoles. Et les professeurs participent. Je me rappelle quand j'étais là-bas, il y avait une histoire d'un professeur qui avait battu à mort un élève. Et il avait expliqué que d'abord l'élève n'avait pas bien fait son devoir. Et il avait dit, c'est dans le cadre de l'éducation,
je l'ai pas fait pour faire plaisir, c'est dans mon devoir de professeur. Tordu. Voilà. Ouais. Et il avait aucune punition. Ah, c'est dingue. C'était en 94. Je pense pas que ça ait changé beaucoup. C'est un système dur, mais efficace par rapport à leurs valeurs. Ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'ils considèrent que quand des Japonais vont en France ou en Occident, ils prennent des mauvaises valeurs et ils commencent à se laisser aller et à vouloir exprimer leur créativité. Ils se prennent pour des artistes et tout. Et après, c'est comme s'il fallait les reconditionner pour qu'ils vraiment ils soient comme tout le monde et qu'ils ne se distinguent pas. Ils sont peut-être tout simplement dans la fuite, comme tu disais au début. Enfin, je me dis, quelqu'un qui veut exprimer son art dans un pays aussi sévère, bah, finalement, il peut aussi se barrer et puis l'exprimer ailleurs. Ah, mais les Japonais qui viennent ici, je pense qu'ils s'amusent bien et puis ils ne reviendraient pas là-bas. Mais pour nous, par contre, quand on va au Japon, on découvre notre système et ils ont plein de trucs intéressants. Ils ont un raffinement, un art. Mais il y a ce système où tout le monde se surveille, tout le monde doit se dénoncer. Et à l'école, tous les enfants s'acharnent sur les petits artistes ou les petits créatifs. Donc déjà, apprécions cette chance qu'on a chez nous d'un certain quand même encouragement à l'expression et à l'art. Ce que je trouve aussi chouette, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de possibilités pour... Enfin, on parle des réseaux, des médias, etc. Mais l'air de rien, aujourd'hui, c'est accessible. On peut développer un art, ou même, je sais pas, si on est bon en danse, se filmer, communiquer autour de ce qu'on fait. Je trouve ça chouette, quand même. Alors, mais déjà, c'est des outils comme ça, comme le fait qu'on fasse cette interview. C'est quand même des choses dont on rêvait, ma génération, on n'aurait pas rêvé d'avoir quelque chose d'aussi extraordinaire. Moi, je me suis dit, j'aimerais un jour que ça arrive, mais je pensais pas le voir de mon vivant. C'est-à-dire que n'importe qui devient un média à lui tout seul, juste par sa volonté ou par l'achat de quelques appareils. C'est quand même un sacré changement. Alors, il y a des abus. Il y en a qui diffusent du coup des mauvais contenus. Des conneries. Mais entre ce que ça offre de mauvais et ce que ça offre de bon, j'espère que la partie positive va surpasser. Ouais. En tout cas, il faut faire aussi un petit peu rêver les gens. Je pense qu'on en a besoin. J'imagine que tu as peut-être cette mission, non, dans tes écritures. Je vis avec le système suivant, c'est que j'écris des bouquins. Si les gens achètent le livre, c'est comme s'ils me parlent du livre, ça veut dire c'est comme ils disaient continue là-dedans. C'est comme si l'univers me dit quand tu fais ça, ça va. Et le jour où j'aurai plus de lecteurs et ou alors j'arriverai plus à vivre de ça, ça voudrait dire arrête, trouve autre chose. Mais il faut être à l'écoute. J'aime bien cette idée que on envoie un signal à l'univers et l'univers nous le renvoie. J'ai dû envoyer déjà très jeune, ado, un signal à l'univers, c'est j'ai envie de raconter des histoires. L'univers me dit tu veux raconter des histoires, on va t'aider à raconter des histoires. Et après, j'ai envie d'être publié. J'ai mis 12 ans à trouver un éditeur, mais l'univers a dit ok, on l'a pas. Maintenant tu y vas. Et maintenant que tu y vas, on te donne les moyens. Je pense que tout ce qu'on souhaite se produit, réellement, à tous les niveaux. Maintenant, il ne faut pas se tromper de souhait. Et une fois que ça s'est produit... Être trop exigeant, peut-être. Prendre conscience qu'on l'a souhaité, donc ne pas se plaindre. Parce qu'il y a des gens, ils veulent quelque chose et au moment où ils l'ont, après ils se plaignent. Ils voient l'aspect négatif. Voilà. Et une autre chose aussi, c'est tu souhaites quelque chose et au moment où tu l'as, tu te dis pas tout de suite, bon, maintenant que j'ai ça, je veux autre chose. Déjà être dans apprécier. Voilà. Donc moi, ce que je souhaitais, c'est être publié. J'ai mis 12 ans à voir ça. Au moment où ça s'est produit, c'était tellement puissant, c'était tellement fort comme émotion, que je me suis dit, ok, il faut que ma vie s'arrête là. Parce que je trouvais que c'était parfait. Mais après, quand j'ai vu que les gens n'avaient pas bien compris le livre, je me suis dit, je vais faire un truc pour expliquer le livre. Mais j'ai souhaité en tout cas être écrivain, et au moment où ça s'est produit, et que j'ai vu que je pouvais gagner ma vie avec, j'étais tellement heureux que c'est pourvu que ça dure. Mais j'étais pas dans, bon, ben maintenant je veux une carrière dans le cinéma, et puis en plus je veux une carrière en politique. C'était juste, non, je veux être écrivain. Je veux être écrivain, je suis écrivain. Tout va bien. C'est quelque chose dont tu as eu envie finalement assez tôt. Tu as écrit tôt, mais est-ce que tu avais... Alors non, c'est plus compliqué que ça. Je voulais être, quand je dis écrivain, je voulais être publié. Je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie en étant écrivain. Pour moi, écrivain, c'était un truc que tu fais le week-end pour t'amuser, et puis de temps en temps, tu passes à la télé pour certains. Je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie. Et quand j'ai découvert que je pouvais je pouvais arrêter mon métier précédent de journaliste pour être juste que écrivain, je me suis dit, mais j'ai gagné au loto, quoi. C'est-à-dire, je gagnais ma vie en faisant le truc qui m'amuse le plus. Et on en a pas parlé, mais tes proches, tes parents, on va dire les personnes qui t'ont encadré à cette époque-là, comment ils t'ont accompagné? Alors, mes parents ont été parfaits. D'abord, ma mère était persuadée que j'étais un génie.
Comme toutes les mères, hein, j'ai envie de dire. Mais là, il est allé fort. Et surtout, elle pensait que j'étais un génie du dessin parce que son propre père était peintre. Donc, elle m'a encouragé, elle m'a très vite donné des stylos et tout, elle m'a encouragé à dessiner. Et j'ai très bien dessiné, au point où à l'école, c'était à la maternelle, on me donnait des crayons et des stylos et des machins, et des feutres, pour que je fasse des peintures et là où les autres apprenaient d'autres matières. C'est-à-dire, c'était comme si j'étais mono-domaine, qui était l'écriture et la peinture. Et donc, elle affichait partout mes dessins. Elle a décidé, alors que j'étais très, très jeune, que j'étais un génie. Et donc, j'avais besoin, à partir de là, de ne pas la décevoir. Je pense que mon cerveau est un cerveau ultra normal et que je suis plutôt dans les tests de QI en dessous de la moyenne. Mais il y a cette projection de ma mère qui est mon fils, il est un génie, qui m'a poussé à tout le temps essayer de me surpasser. Et après, à côté de cette passion maternelle pour ma créativité, m'encourager dans ma créativité, est apparue la solidité de mon père. Et mon père, lui, c'était les explications logiques. Il m'a expliqué notamment beaucoup de mythologie, l'histoire, la politique, et j'avais mon yin-yang. Mais ce que m'ont fait comme cadeau mes parents, c'est qu'ils m'ont toujours valorisé quand j'avais des petites histoires qui étaient bien notées et tout, et ils m'ont foutu la paix quand j'ai dit je pars à Paris, je veux être journaliste. Et ils m'ont pas dit attends, c'est pas un métier où on gagne sa vie. Puis, parce que j'ai raté quand même mon passage en section scientifique, j'ai raté mon fac de droit. En fait, j'ai raté pratiquement tout ce que j'ai entrepris. Donc, pour les parents, il fallait ne pas s'énerver, voilà, et continuer à me faire confiance. Mais c'est le système scolaire qui n'était pas adapté à moi. Tu as trouvé ton chemin de traverse. Ouais, voilà. Je crois qu'il faut trouver un chemin de traverse. Ouais. Je crois que, alors, je vais dire un truc, j'aurais bien aimé si on fait la partie normale, on va pas loin. C'est-à-dire, si on fait tout ce que nous demandent les parents, les professeurs et le patron, eh ben, la vie est pas terrible. Donc, il y a un moment, il faut faire plus, en prenant plus de risques et en prenant chemin de traverse, comme tu dis, si on veut être heureux. Sinon, on aboutit au mieux en utilisant ce parcours, on devient globalement cadre supérieur, avec de temps en temps on demande une augmentation de salaire, et puis on prépare sa retraite, et quand il y a la retraite qui arrive, après, soit on va pêcher, soit on va à sa maison de campagne s'occuper du potager, soit on fait des croisières. Et c'est un parcours de vie. C'est le parcours de vie normal. De vie normale et de plein de gens. Mais la vie normale n'est pas extraordinaire. Non. Et ce que je crois que tu peux encourager dans ton émission, c'est dire aux gens, si vous voulez une vie extraordinaire, prenez des risques. N'ayez pas peur. Et trouvez votre passion, n'ayez pas peur, foncez. Et si vous vous plantez, ça s'appelle de l'expérience. Et si vous plantez complètement, ça s'appelle une très forte expérience. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Mais le parcours normal, je vois les bons élèves qu'il y avait dans l'école, puisque je dis j'étais pas un très bon élève, ils ont des vies pas terribles. Hein. J'ai rien contre. Il y en a un, je sais que c'était mon ami de l'école, mais qui était beaucoup plus, beaucoup plus confortable que moi. Il est devenu banquier. Je crois pas qu'il est très épanoui dans son métier. Il y a une chose qui mérite d'être dit. Il y a tout ce que vous disent vos parents, tout ce que vous disent vos professeurs, tout ce que vous disent vos patrons, et à ce que vous dit votre inconscient. Si on pouvait résumer ça, et intéressant de demander à votre inconscient ce qu'il en pense. L'une des manières d'interroger son inconscient, c'est le rêve. Déjà, noter ses rêves. Nos rêves nous racontent des histoires. Et l'avantage du rêve, c'est que le rêve n'est pas fabriqué par quelqu'un qui veut avoir une influence sur vous. C'est fabriqué par vous-même, qui pourrait avoir une influence sur vous-même. Donc on est dans quelque chose de irréprochable par rapport à soi. Et si on porte pas attention à ses rêves, et si on se dit tiens je vais faire comme les autres pour être tranquille comme les autres, eh bien on va avoir une vie comme les autres et on va être tranquille comme les autres parce que c'est ce qu'on aura souhaité. Moi je souhaite à tous les gens qui nous écoutent d'avoir envie d'avoir une plus belle vie que leurs voisins et que leurs compagnons de classe. C'est une bonne motivation, je trouve. Ouais, mais il faut déjà en avoir envie. On est quand même très programmé pour être conventionnel. Alors, on n'est pas aussi programmé qu'au Japon, j'évoquais tout à l'heure, mais quand même, on vous dit, si tu veux pas de problème, fais pas chier, quoi. Je pense qu'un des problèmes du mal-être des adolescents, c'est le moment où ce que raconte l'inconscient est différent de ce que raconte toute la société.
Et au moins, l'inconscient tape tellement fort que ça devient douloureux. Voilà. Et à moins, l'inconscient, par exemple, peut te dire ton vrai truc, c'est de devenir peintre, et toute la société te dit non, il faut que tu deviennes informaticien, et les deux bloquent. On pourrait dire, alors arrête-moi si je vais trop loin, mais si on a un ado qui fait beaucoup de rêves, qui nous raconte un petit peu comme ça, c'est ce que son inconscient, il faut l'encourager peut-être à noter, lui donner un petit carnet, voilà. note ce que disent tes rêves, ce qu'ils disent de toi, etc. Et ne t'occupe pas de les interpréter ou de les juger. Ouais. Parce qu'il y a des gens, j'ai fait un cauchemar, j'ai fait un bon rêve. Non, t'as une histoire, t'as un petit film qui est arrivé, c'est ton film, c'est tout. Après, est-ce que ce film a une signification? Peut-être, peut-être pas. Ça peut être juste un défoulement. Mais en tout cas, c'est intéressant de te dire qu'il y a quelque chose dans ton cerveau qui t'envoie un film tous les soirs. Et cette entité, qu'on peut appeler l'inconscient, elle n'est pas ton ennemi. Et a priori, si elle t'envoie ces messages, c'est qu'il y a une raison. Merci beaucoup, Bernard. Est-ce que tu peux nous dire, d'ailleurs, ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Alors, toute mon actualité, comment regrouper mon actualité? Je fais moi-même un spectacle qui s'appelle VIE, pour vie, qui est Voyage intérieur expérimental, qui consiste précisément à brancher toute la salle à leur inconscient. C'est-à-dire que les gens arrivent, je fais 4 méditations guidées où les gens ferment les yeux, et il y a aussi une musicienne qui m'accompagne, et c'est comme un rêve éveillé. Et après, je sors un livre tous les 1er octobre, et là, je sais pas quand va sortir cette vidéo, mais moi, normalement, là, je suis en train de terminer, au moment où c'est enregistré, je suis en train de terminer, et je viens de livrer la première partie, dans la première moitié de mon roman, et je vais m'attaquer à la deuxième moitié, à la relecture, hein, c'est déjà écrit, et ça va parler des arbres. Voilà. Et des plantes, ça va être chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à lui laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour qu'il voyage davantage. Retrouvez-moi sur Le Cœur Net, posez vos questions, partagez votre expérience et échangez avec une communauté franchement bienveillante. Et si vous voulez du concret, du précis, du vraiment utile au quotidien, inscrivez-vous à ma newsletter santé dans les notes de cet épisode. Au programme, des tips, des docs, des recommandations médicales et psy pour vous éclairer et surtout vous aider vraiment.